Bonjour à tous. Quels sont ces nouveaux usages mobiles qui seront poussés par l'industrie très bientôt? Comment se porte d'ailleurs l'industrie des télécoms? Où en est la 5G et aussi les discours sur les promesses? C'est ce que nous sommes allés voir au Mobile World Congress, le plus grand salon international autour de la téléphonie mobile. Les téléphones étaient évidemment à l'honneur. Maintenant, on allait voir plus précisément ce qui se passait du côté de ces usages et de la 5G. J'ai 3 intervenants qui vont nous parler de toutes ces tendances. Je vous propose donc des reportages et des commentaires tout de suite dans Smart Tech. Nous sommes de retour du Mobile World Congress où nous avons passé 2 jours à arpenter les allées de ce gigantesque salon. Je n'ai pas pu compter l'ensemble de mes pas. Yann Serra, est-ce que vous l'avez fait? Non, non plus. Non, ça m'aurait déprimé, je pense. Chaque premier jour, moi, j'ai dépassé les 13 800, mais après, j'ai abandonné. Amélia, pareil. J'ai mal aux pieds. Voilà. Donc, gigantesque salon qui a tenu ses promesses en termes de prestige, je dirais. On avait vraiment des stands majeurs qui étaient exposés, des tendances plutôt autour de la 5G. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. C'était le sujet majeur, comme si la 5G finalement n'était pas encore arrivée. Yann Serra, donc grand reporter au Magaïti qui était avec moi sur ce salon. Je vous propose qu'on regarde peut-être déjà autour des cas d'usage, ce qu'on a pu nous proposer. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais on a vu quand même quelques startups nous montrer pas mal de choses dans l'immersif, c'est ça? Oui, alors, bonjour Delphine. Oui, alors dans l'immersif, mais c'est surtout la 5G pour remplacer le Wi-Fi, quoi. C'est dans l'industrie, parce que ça marche beaucoup mieux que le Wi-Fi. On l'a vu aussi, la 5G, alors dans des cas, alors je ne sais pas, il y a eu plein de cas, je ne sais pas si vous pensez à ce cas-là, mais aussi des projets pour équiper la police, notamment, avec des bornes qu'ils pourraient mettre dans les voitures. Donc pour avoir un réseau privé, pour pouvoir faire comme des talkie-walkie, mais en beaucoup plus moderne. Voilà, on a vu en fait, si vous voulez, il y a une informatisation maintenant des télécoms qui est assez flagrante, parce que vous avez des acteurs des acteurs du data center qui sont là. Vous avez Dell, vous avez Red Hat, vous avez VMware, vous avez Intel, qui sont pas du tout là pour présenter des téléphones portables, hein, qui sont véritablement là pour faire le rôle d'équipementier. Et c'est assez nouveau. Voilà. Même question, Amélia Newsom-Davis, vous êtes la directrice paiement, messaging et identity chez Orange Pay Service. On a passé d'ailleurs quelques temps chez Orange et on va regarder un reportage sur une start-up qui était venue accompagnée par l'opérateur historique français. Quels sont ces usages, vous, autour de la 5G, en tout cas ces nouveaux usages du mobile que vous avez pu repérer sur le salon? Alors, on va voir, par exemple, des possibilités d'avoir vraiment une vitesse de réseau beaucoup plus importante qui ouvre beaucoup de possibilités pour les entreprises et donc beaucoup d'usages centrés autour du B2B. Oui. On a parlé beaucoup d'industrie. Je vais déjà montrer un usage qui est présenté par Eve Oman, directrice Open Innovation chez Orange. Elle nous explique que Orange est venu donc avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas maintenant. On déploie sa French Tech aussi au MWC à Barcelone. Et là, c'était une innovation autour, non pas de l'immersif, mais de la vitesse de connexion qui permet de suivre des matchs de foot d'une manière un peu différente. Je propose de découvrir ce reportage. Alors, Orange est venu sur le Mobile World Congress avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas maintenant, le Mobile World Congress. Pourquoi des startups? Quel type de startup? Alors, on vient avec des startups effectivement parce qu'il y a le rôle d'Orange est aussi d'accompagner des startups dans leur développement par plusieurs moyens, des développements financiers, bien sûr, le nerf de la guerre. On a un fonds d'investissement qui s'appelle Orange Venture, mais aussi les accompagner dans leur développement commercial, business, en leur ouvrant les portes chez Orange pour travailler avec nous. Et puis, il y a l'accompagnement technologique. En l'occurrence, la grande technologie du moment, c'est la 5G qui est complexe, qui évolue sans cesse. Et donc, aider les startups à appréhender cette technologie est vraiment clé pour nous, pour leur permettre de développer leurs produits dans ce sens. Et puis alors, un des sujets sur la 5G quand même, c'est de trouver les bons cas d'usage. Oui. Donc là, on a un exemple.
On a un derrière exemple, nous, effectivement, une avec démonstration qui se déroule. Oui, c'est la start-up Touch2See, qui est une start-up toulousaine qui permet aux personnes malvoyantes ou à déficience visuelle de vivre un match de foot avec toutes les sensations les plus fortes, puisqu'ils peuvent suivre, comme en braille en tout cas, avec leurs doigts, le mouvement du ballon sur une tablette, et donc vivre les mouvements du match tout en ayant Donc les oreilles libres. Haptique. C'est une interface haptique, tout à fait, connectée en 5G, ce qui permet d'avoir la plus petite latence possible, ce qui est absolument clé, puisqu'il n'est pas question que les buts soient vécus quelques secondes après les personnes qui voient correctement. Il faut que tout le stade vive en même temps les mêmes émotions. Oui, et puis sur un match de foot, le ballon se déplace très vite et il faut que les commentaires suivent, tout ça soit bien synchronisé. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut tester ce produit, cette solution? Alors pour l'instant, il est en test à l'Orange Vélodrome à Marseille. Okay. Donc pour certains matchs de foot, c'est encore un prototype. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on la voit derrière, la tablette qui est encore sortie du four, comme on pourrait dire. Elle est en test et on espère qu'elle sera développée d'ici la fin de l'année et qu'on pourra l'expérimenter pour de vrai dans des matchs. Ok, enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les Marseillais. Ils vont avoir une nouvelle technologie pour suivre les matchs de foot de manière plus inclusive. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, le thème de l'inclusion était aussi présent au Mobile World Congress, on est très contents. Mais parmi les usages majeurs qu'on attend toujours, mais qu'on a vu se déployer au Mobile World Congress, c'était beaucoup autour de l'industrie 4.0. Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce que alors, pour vous expliquer, dans l'industrie 4.0, il faut que les machines-outils soient connectées. Et alors, les industriels aiment bien reformater, si vous voulez, leur usine pour des questions de production, parce que d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ils vont changer de modèle de voiture, et donc leur usine, elle bouge tout le temps. Avant, ils connectaient des câbles. Là, maintenant, ils me disent, non, mais c'est plus possible, on ne va pas faire de la maçonnerie tous les mois pour passer des câbles, pour connecter les machines-outils. Donc, il nous faut de la radio. Et en fait, ils ne peuvent pas faire de Wi-Fi parce que le Wi-Fi, contrairement à ce qu'on dit généralement, c'est pas bien le Wi-Fi. Comment ça, c'est pas bien, Yann ? C'est vraiment de la mauvaise qualité le Wi-Fi. Ça ne va pas du tout. Ça va très bien pour chez vous, pour chez moi. Ouais. Mais en revanche, dans les usines, ça ne passe pas. Les murs, et puis surtout, il vous a un problème de fiabilité du signal. C'est-à-dire qu'en fait, le Wi-Fi, si vous voulez, c'est un peu la communication en morse. Vous voyez, donc au bout d'un moment, la machine, elle fonctionne, puis hop, elle s'arrête. Et ben, du coup, elle va pas mettre le pare-brise exactement comme il faut sur la voiture. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut de la 5G utilisé comme un super Wi-Fi. Et là, il y a beaucoup de défis techniques, aussi de licences à avoir. C'est très compliqué, il y a beaucoup de bureaucratie. Voilà. Et notamment, l'ARCEP, le régulateur français, détient quelques clés pour déployer ces nouveaux usages. Alors en fait, vous avez en France une seule bande de fréquence qui s'appelle la bande 38, alors qui correspond, ça tombe bien aux appareils 4G. Donc l'équipement existe. En revanche, il faut faire... Alors ça coûte, je crois que c'est 1 000 € par mois par kilomètre carré. C'est pas très cher, mais le problème c'est que enfin c'est pas très cher, c'est quand même très cher, on est d'accord. Mais enfin bon, ce sont des industriels. Mais le problème c'est que en fait c'est tout un tas de procédures pour avoir l'autorisation. Et très souvent, en France, il se trouve que c'est Orange. Il vaut mieux passer par Orange pour avoir l'autorisation. Ce qui est un problème parce qu'en fait, là on parle de déploiements, comme je vous le disais, qui sont plutôt informatisés. Donc alors, Orange, vous avez OBS, mais vous avez plein d'acteurs. Orange Business, maintenant, je crois, on dit. Hein. Ouais. Non plus Orange Business Service. Orange Business, mais vous avez bien évidemment plein d'acteurs, plein d'intégrateurs qui savent faire ça depuis très longtemps dans les entreprises, et donc qui sont... Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul acteur qui puisse avoir accès comme ça aux licences de l'ARCEP. Attention, officiellement, tout le monde y a accès, mais c'est beaucoup plus simple si vous passez par Orange. Voilà, c'est ce qu'on entend sur le salon en tout cas. C'est quand même un hasard. On est Amélia avec nous d'Orange, mais parce qu'on va commencer avec un deuxième reportage Orange, justement. D'accord. C'est vrai que bon, ils étaient un petit peu incontournables sur le sujet. Donc là, c'est Barbara Luccellosi qui va nous montrer comment on imagine une partie, en tout cas, de cette industrie 4.0 grâce à la 5G. Visite du stand d'Orange. Ici, on est devant le thème Industrie 4.0. Je suis avec Barbara. Industrie 4.0, avec toutes ces images derrière nous, c'est quoi? C'est le futur ou c'est déjà le présent?
mais c'est un futur très proche, parce qu'on a déjà des cas d'usage industriels pour l'utilisation de la robotique. On a des robots qui se déplacent dans l'usine avec des précoupes définis. Et là, dans ces cas d'usage spécifiques, qu'est-ce qu'on fait? On a le contrôle à distance des robots. Cela, avec des lunettes de réalité augmentée, on peut avoir un jumeau numérique de l'usine et de robots, et on peut commander au robot de bouger d'un côté à l'autre. Mais là, on voit, c'est le robot qui est en train de courir partout. C'est le robot de Xiaomi, c'est le CyberDog. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une usine? Et qu'est-ce que fait Orange avec ce robot chien? Alors, ils viennent faire de l'inspection du site. Ils viennent regarder les machines, ils viennent contrôler que les machines ils sont bien au bon niveau, la bonne température et le bon usage. Ils peuvent faire de la maintenance prédictive, parce que là, s'il y a des changements de température, ils peuvent nous notifier. Et il peut aussi vérifier que tout ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'intrusion de feu, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un cas d'usage très industriel. Ce sont des surfaces très grandes où il n'y a pas besoin où l'opérateur de se déplacer, parce que c'est les champs qui vont se déplacer pour lui. Et là, aujourd'hui, on a des POC, des Proof of Concept dans les usines en ce moment avec ce type de robot. Et les technologies d'Orange, alors où est-ce qu'elles interviennent? Alors là, ça commence avec des POC et Orange, bien sûr, il peut donner la connectivité. Parce qu'on a les lunettes. Que ce soit la 5G forcément. Bah oui, parce qu'on a les lunettes et les jumeaux numériques qui donnent les commandes et les robots. Il y a une connectivité 5G, qui c'est une connectivité de bonne qualité. Et on a aussi la possibilité de remonter des données vers les clouds, encore avec la 5G. Orange peut faire aussi de l'intégration et des applications qui sont customisées pour les clients. Bon, je crois qu'il est venu nous dire bonjour. Voilà. Salut CyberDog. Merci beaucoup. Merci. Un commentaire, Yann Serra, sur cette industrie 4.0 avec la 5G? Sur ce cas d'usage et aussi sur le précédent, en fait, il y a vraiment un défi d'instantanéité de l'information. Par exemple, j'avais été sur Bicom. Bon, c'est un institut de recherche français qui travaille sur ces cas d'usage. Et notamment, ils ont un cas d'usage pour les chirurgiens, avec des lunettes connectées. Donc là, il faut que ce soit instantané. Les chirurgiens veulent quelque chose d'instantané. Mais le problème qui se pose, pour vous remettre dans le contexte, c'est que ça n'est possible qu'avec des antennes 26 GHz. Or, le 26 GHz, c'est donc une bande de fréquence qui n'est pas encore délivrée. Donc pour l'instant, voilà où on en est un petit peu. On fait beaucoup de tests, mais l'infrastructure ne suit pas encore. Voilà. Et ben alors, je propose justement qu'on écoute tout de suite un autre sujet qui a été tourné là avec Ming Zhang, qui est le directeur général adjoint de Huawei France. Là, on change complètement. On part du côté de la Chine, où on milite aussi beaucoup pour cette industrie 4.0 et le déploiement de la 5G plus rapidement en France. Ici, c'est le stand le plus grand du Mobile World Congress, c'est le stand de Huawei. Merci beaucoup de nous accueillir. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer aujourd'hui au monde, puisque c'est un salon international en matière de mobile? Quel est le futur du mobile que vous voulez montrer, vous, chez Huawei, ici? Alors, globalement, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on montre ici, et le mot-clé, c'est innovation. Alors, on a beaucoup de technologies, innovation, etc. Mais ce que je voulais, en fait, vous présenter ici, c'est ce qui est important, l'innovation dans le domaine de 5G et dans le domaine, en fait, application de la 5G dans l'industrie dans le sens large. Le sujet clé, c'est la 5G pour Huawei. Le sujet clé, c'est la 5G parce que 5G, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que 5G va nous aider, en fait, dans les différents domaines. Quand je parle d'industrie, c'est plutôt dans le domaine, dans le sens large, donc industrie, la santé, agriculture, la mobilité, etc. Donc, là, ici, je voulais, en fait, à travers cet exemple-là, pour vous illustrer. Donc là, on a un modèle d'usine. Voilà. Mais c'est pas le futur, ça, c'est déjà le présent. C'est déjà opérationnel. Ouais. Donc là, ici, on a un exemple d'application sur une manufacture. Donc, à l'aide, en fait, de la 5G, la connexion, l'ensemble, on l'a fait. Et là, on voit les antennes. Voilà, la transformation. On a fait la transformation digitale d'une usine de production. Vous voyez ici l'ensemble, il y a les différentes étapes qu'on applique en fait avec la technologie numérique. Huawei, c'était quand même assez impressionnant. 11 000 m² de stand sur le Mobile World Congress.
Bon, c'est un salon gigantesque de manière générale, mais Huawei, c'est le plus grand stand. Oui. Alors qu'on pensait qu'en Europe, et même au-delà, mais on sait tous côté de l'Occident, Huawei, c'était banni, ça allait être un petit truc. Pas du tout. Non, mais alors écoutez, moi, comme vous, moi je pensais c'était un peu l'acteur malheureux finalement. Le Chinois, il est banni, il n'a plus le droit de rien faire. Bon. Mais alors pas du tout. Alors déjà, j'ai interviewé quelqu'un d'Orange qui m'a dit, alors c'est l'inverse. Déjà, Huawei est plus en avance qu'Ericsson et Nokia dans les équipements pour les antennes. Ils ont vraiment une techno qui est meilleure. Il y a tout un hall dédié à leur nouvelle solution d'antenne qui est impressionnant. Moi, je leur ai dit, mais ces antennes, elles sont sur le marché? Oui, en France, oui. Oui, en fait, alors ils ont un système, pour faire très vite, où ils peuvent mettre l'antenne 5G et l'antenne 4G collées l'une contre l'autre. Et en fait, les ondes traversent, ce qui est beaucoup moins cher pour les opérateurs qui consomment beaucoup moins d'électricité. Ça évite de multiplier, de créer des nouveaux sites pour la 5G. Et alors donc, cet acheteur d'équipement chez Orange m'a dit, Orange, toujours, je suis désolé, mais vous étiez très présent. C'est la star, la deuxième star. M'a dit, écoutez, donc nous, c'est l'inverse. En fait, on est obligé, pour la pluralité des fournisseurs, de ne pas prendre du Huawei à certains endroits. Et alors, Huawei dit, mais vous savez, on a l'ANSSI qui, quand même, nous brevette nos solutions. Et alors, cette personne d'Orange me disait, bon, alors voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que on choisit des endroits où on ne va pas mettre du Huawei, mais alors qu'ils sont meilleurs, et les endroits aussi qui sont un petit peu critiques dès qu'il y a une administration, ce genre de choses. Ça, c'est l'ANSSI, pour le coup, qui le dit, qui dit, voilà, quand vous avez un ministère de l'armée, voilà, mettez pas du Huawei. Même si l'ANSSI dit par ailleurs qu'ils ont certifié qu'il n'y avait pas de logiciel espion dedans. Mais ils disent, bon voilà, sur ces endroits-là, mettez plutôt du Nokia ou de l'Ericsson. Mais c'est incroyable. Et ils ont aussi ils se sont transformés totalement, Huawei. En fait, les télécoms, maintenant, ne représentent plus que 50% de leurs revenus. Ils ont beaucoup progressé dans le data center. Ils ont des équipements réseau qui sont là maintenant. Bon, il faudra qu'on fasse des tests. Mais sur le papier, ça a l'air d'être meilleur que Cisco, qui est le numéro 1 des équipements réseau. Voilà. C'est impressionnant en termes de résilience. C'est-à-dire que quand j'avais interviewé le PDG de Huawei, il m'avait dit, écoutez, vous en Occident, ce que vous faites, c'est que quand vous allez mal, vous avez des mauvais chiffres et tout, vous licenciez des gens. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand ça va mal, on embauche des gens pour être meilleurs derrière, pour faire plus de R&D. Et manifestement... ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas... Alors, le deuxième stand derrière Huawei en dimension, avec 75 démonstrations sur le Mobile World Congress, eh bien, c'était celui d'Ericsson. Et ça m'intéressait, alors peut-être avant de partir chez Ericsson, déjà d'entendre Jacques Moulin du Digital World Institute, qui nous apporte un peu son regard, parce que lui, il étudie vraiment de près ce marché de la 5G, 5,5G également. On l'écoute. Le Digi World Institute ne peut pas passer à côté du Mobile World Congress, j'imagine, Jacques Moulin. Ah, en effet, c'est un petit peu pour nous la grande messe obligatoire. Nous avons d'abord la chance de retrouver un certain nombre de nos membres qui sont ici présents. Et puis d'autre part, il y a toujours une actualité qui est intéressante et qui permet aussi de voir ce que sera l'avenir et ce que les intégrateurs, les opérateurs, bref, l'ensemble des représentants qui sont ici préparent pour les années à venir. Parce que vous, justement, vous l'étudiez, ce marché au niveau international, ce marché du déploiement de la connectivité. Sur les réseaux mobiles, on a vu plein de promesses autour de la 5G. Et puis alors là, moi j'arrive au Mobile World Congress et je trouve les mêmes promesses. Mais autour de la 5,5G, voire de la 6G. En effet, alors c'est vrai que notamment la 5G, et surtout quand on regarde en France, a été énormément cannibalisée par la question de la 5G grand public. Et là, je pense que malheureusement, on a pris peut-être un peu de retard, enfin le peut-être d'ailleurs c'est un euphémisme, on a pris du retard pour... faire en sorte effectivement que la 5G privée, la 5G industrielle devienne véritablement une généralisation. Et on le voit encore, nous avons des industriels qui sont peut-être trop frileux, mais qui ne peuvent peut-être pas non plus avoir accès aussi fortement que les grosses structures à la 5G. Et c'est dommage, parce que comme vous le savez, notre industrie française a un système productif qui est pas très moderne. En tout cas, quand on le compare à l'Allemagne, c'est entre 3 et 5 fois moins moderne que le système productif allemand.
On revient à cette question de l'industrie qui était vraiment un sujet au cœur de ce Mobile World Congress. Je vous disais qu'on allait partir voir sur le stand d'Ericsson aussi ce qui se passe. Avant cela, c'est une interview de Franck Bouettard, le président directeur général d'Ericsson France, qui nous dit que finalement, bon, le sujet, parce que oui, alors la 5G, on repousse un peu les promesses, parce que finalement avec cette 5G, qui n'est pas une vraie 5G qu'on a, il faut attendre encore un peu pour voir des résultats spectaculaires, mais ce n'est pas un problème ça, parce que le vrai sujet, c'est de basculer sur des infrastructures complètement mobiles. C'est ça le sujet, c'est ce que tu disais Yann, bon, faut arrêter le Wi-Fi, lui il nous dit même, bon, la fibre, c'est bien de fibrer partout, mais enfin ça coûte beaucoup d'argent d'aller jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au bâtiment. L'enjeu économique, il est sur les infrastructures, c'est ça le truc. Et alors, on est à un tournant, parce que jusqu'ici, régnaient les équipementiers historiques, Ericsson, Nokia, donc Huawei, Samsung. Aujourd'hui, grâce à la 5G, de la manière dont elle est conçue en interne, vous pouvez, en théorie, mettre des ordinateurs. Vous pouvez mettre des PC, en gros, au pied des antennes pour... bon. Et alors, là, maintenant, on ne sait pas qui... En fait, l'enjeu est énorme. L'enjeu économique est énorme. On peut très bien avoir demain des Nokia, des Ericsson et tout qui soient renversés par des Dell ou par des Intel. C'est possible. Ça peut arriver. Et donc, pour ces gens-là, il faut à tout prix que chacun pousse sa propre techno. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. On entend Open RAN, ce genre de choses. C'est pas vrai. Il n'y a pas de standard. Ça part dans tous les sens. Et en fait, ils veulent à tout prix être le premier à imposer une technologie, parce que celui qui joue en premier ramasse la mise. Voilà, on en est là. Donc, mais c'est aussi pour des entreprises comme Ericsson, c'est un changement de métier. Oui, alors oui, parce que en fait, la virtualisation des réseaux, ils deviennent des fournisseurs de solutions IT. Finalement, ouais, mais alors écoutez, honnêtement, il y en a encore des équipements matériels. Je n'arrive plus à comprendre ce discours parce qu'en fait, donc ils vous disent tous, on change de métier et puis de toute façon, comme ce métier se transforme dans ce qu'on savait faire avant, du coup, nous sommes les meilleurs. Ouais. Et donc on entend exactement la même chose de la part des équipementiers comme Ericsson ou de la part des éditeurs informatiques comme Red Hat, alors que ce sont des gens qui ont des métiers totalement différents, qui ne se comprennent pas, mais qui ont aujourd'hui le même discours. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de savoir véritablement ce que ces gens-là savent faire. Pour l'instant, on est dans la promesse. Bon, on va écouter justement la promesse de Franck Bouettard, le président directeur général d'Ericsson France au Mobile World Congress. Avec Franck Bouettard, le PDG d'Ericsson en France. Merci de nous accueillir. Vous avez expliqué lors de la petite conférence qu'on a eue ensemble avec la presse que finalement le sujet, ce n'était pas tellement la 5G, c'était de basculer déjà tous nos réseaux sur des infrastructures mobiles. Oui, effectivement, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'entreprise, plus que de dire on va mettre de la 5G partout, la vraie question, c'est comment on passe de solutions Wi-Fi, PMR vers des solutions d'infrastructures mobiles standardisées 4G ou 5G. Ça transforme les business models, ça transforme les modes de fonctionnement, ça transforme les engagements. Et ensuite, suivant qu'on va mettre de la 4G ou de la 5G, c'est quels sont les cas d'usage qui vont être mis en place sur cette infrastructure. Donc pas forcément tout basculer en 5G. La 4G est encore pertinente pour certains cas d'usage. Mais quel est l'intérêt alors de cette bascule sur des inframobiles? Et pourquoi aujourd'hui, vous nous dites c'est le moment là? C'est vraiment l'enjeu de ce Mobile World Congress. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez différents réseaux pour différents besoins. Un réseau dans l'entreprise, un réseau pour la voix, un réseau pour les PC, un réseau pour les communications de vidéosurveillance. Là, on fait un seul réseau d'infrastructure qui va couvrir tous les besoins de services qu'une entreprise peut avoir. Et le moment est aujourd'hui parce que la technologie est prête pour ça et les entreprises sont aussi prêtes pour le faire. Et la 4G va permettre de faire ça et ensuite la 5G permettra de mettre des cas d'usage complémentaires comme le pilotage de drones, ou la réalité virtuelle et réalité augmentée, ou le pilotage de véhicules autonomes, tout ce qui nécessite de la faible latence. On va continuer à parler de ces grandes tendances du Mobile World Congress avec Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr, Amélia Newsome-Davis, directrice paiement messaging et identity chez Orange Pay Service, Yann Serra, grand reporter au MagIT. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous restez avec nous, on continue à débriefer ce Mobile World Congress ensemble dans Smart Tech.
C'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech consacrée au Mobile World Congress 2023. Nous étions à Barcelone, vous avez pu découvrir quelques-uns de nos reportages sur place. C'est le moment là de notre grand rendez-vous Mobile Business, donc qui est forcément consacré à ce salon international qui se tient encore en ce moment même d'ailleurs à Barcelone. Nous, on est rentrés pour faire un premier compte rendu. Jérôme Bouteiller, écranmobile.fr, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous aiguiller sur ces grandes tendances, parce qu'il y en a eu beaucoup à découvrir sur le salon. Vous êtes accompagnée de Amelia Newsome-Davis. Vous êtes la directrice paiement, messaging, identity chez Orange Pay Service. Et nous avons toujours avec nous Yann Serra, grand reporter au Mag IT, pour analyser toutes ces grandes tendances autour du mobile grand public, pour cette industrie, ces acteurs des télécoms, et puis pour les usagers plus professionnels, et notamment l'industrie. Alors, quelles sont déjà, Jérôme, selon vous, ces grandes tendances à retenir du Mobile World Congress? Alors oui, bonjour Delphine, moi je me suis un peu concentré plutôt sur des tendances B2B, parce qu'effectivement, au Mobile World Congress, il y a de tout, il y a beaucoup d'annonces aussi grand public, avec notamment des constructeurs chinois qui nous présentent leur dernier smartphone et leurs lunettes connectées. Alors, si on devait lister les 5 tendances, je vais commencer par une première qu'a déjà évoqué Yann, qui est l'Open RAN. C'est effectivement une nouvelle architecture de réseau cellulaire. L'idée, c'est de dissocier le matériel et le logiciel. Historiquement, les équipementiers fournissaient en général des équipements qui avaient les deux composantes. Et en dissociant les deux, ça va permettre aux opérateurs de multiplier les prestataires, peut-être de faire un petit peu baisser les prix. Et il y a eu différentes annonces, notamment de Orange et Vodafone en Roumanie, qui ont décidé de mutualiser un réseau 5G en se basant sur cette architecture Open RAN. L'idée, c'est de faire des économies. L'idée, c'est aussi de le déployer un petit peu plus rapidement, et ça devrait être une architecture du futur pour les prochains réseaux 5G. Mutualisation, en tout cas, qu'on voit donc en Roumanie sur des zones rurales, mais enfin pour l'instant, mutualisation autour de la 4G, 5G, c'est pas un sujet en France, on n'y est pas. Quelle serait selon vous justement la première tendance du côté des équipementiers? Alors, donc sur la 5G, on évoquait après l'Open RAN, encore un sujet qu'avait évoqué Yann, c'est la 5G millimétrique, c'est cette 5,5G, je ne sais pas quelle est l'expression qui va s'imposer, avec là une démonstration qui a été réalisée par Telefonica en collaboration avec Ericsson et Qualcomm. Alors la 5G millimétrique, elle exploite cette nouvelle bande de fréquence, les 26 GHz, et elle devrait fortement accélérer les débits. On devrait passer de centaines de mégabits pour la 5G actuelle et franchir le seuil du gigabit par seconde, donc des débits extrêmement rapides. Et le premier usage, ça devrait être... on accélère, mais on va probablement aussi un petit peu réduire les distances. Donc le premier usage qui est envisagé par les équipementiers, c'est cette 5G industrielle. On parle d'équipements indoor dans les usines, les aéroports et les centres de conférence. Et effectivement, ça pourrait être une alternative industrielle au Wi-Fi. Alors, la 5G, elle vient tout concurrencer quand on regarde ce qui se passe au Mobile World Congress, y compris le Wi-Fi, mais on a aussi parlé de réseaux satellitaires. Alors oui, il n'y avait pas de grand stand d'opérateurs satellitaires, mais ça fait partie des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. C'est l'idée de s'appuyer sur des satellites en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres de la Terre, pour compléter ou concurrencer la 5G. Alors, le pionnier de tout ça, c'est une fois de plus Elon Musk, avec sa constellation Starlink qui est déployée par ses propres fusées SpaceX. Et il y a quelques jours, son rival Jeff Bezos a obtenu l'autorisation des autorités américaines pour déployer une autre constellation qui s'appelle Kuiper et qui, elle, sera lancée par les fusées de Jeff Bezos, les fusées Blue Origin. C'est un sujet aussi dont on avait parlé il y a quelques mois avec Apple, qui s'était associé au réseau Global Star, d'ailleurs, dont ils sont devenus actionnaires. On a aussi chez Orange une offre avec Nornet pour donner de l'accès Internet par satellite. Et j'ai vu aussi cette semaine que la Chine devrait lancer son propre réseau d'Internet par satellite avec probablement 13 000 satellites en orbite basse lancés dans les prochaines années. Alors, autre chose que vous avez remarqué, c'est les réseaux mobiles qui s'ouvrent aux développeurs. Alors oui, c'est un projet qui est mené par la GSM Association, un projet qui s'appelle Open Gateway, et des opérateurs comme Orange, Telefonica et Vodafone ont profité de leur présence au Mobile World Congress pour ouvrir leurs API et des API communes aux développeurs. Il y a eu une première présentation d'une API qui s'appelle QOD, qui est développée et documentée dans Camara, le projet open source mené par la fondation Linux, donc en
collaboration avec la GSMA. Et l'idée, c'est de permettre à des développeurs d'applications d'accéder à la qualité de la bande passante de ces réseaux 5G. Alors, on a par exemple Blacknut qui a fait des tests avec du cloud gaming, ou Zoom, qu'on connaît tous, avec des tests en visiophonie. Et donc, c'est des API communes qui vont aussi pouvoir couvrir des problématiques comme la sécurité ou la fiabilité de données. On rappelle d'ailleurs qu'en France, Orange, SFR et Bouygues ont déjà lancé ce type d'initiative avec Mobile ID, dont Amélia parlera peut-être. Oui, alors le sujet aussi, c'est la monétisation. Alors oui, c'est la dernière tendance que je voulais évoquer et on va en reparler, c'est la montée en puissance du business messaging. En gros, 30 ans après le web, 15 ans après les premières applications natives, l'idée c'est de transformer les applications de messagerie en environnement business. On capitalise sur le succès grand public des messageries, qui sont aujourd'hui des succès gigantesques, mais on l'ouvre à la publicité, au commerce ou à la relation client. Alors, les opérateurs sont là, il y a aussi des acteurs privés, on pense à Meta avec WhatsApp Business, mais voilà, les opérateurs se sont associés avec Google pour lancer un standard comme le RCS et on devrait, selon mes informations, franchir le cap du milliard d'utilisateurs ce trimestre et en faire aujourd'hui un environnement business évidemment incontournable pour les marques. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Amélia Newsome-Davis, comment vous voyez, vous, les tendances autour de ce business messaging ? C'est un marché qui est vraiment en forte croissance. Donc, même si le SMS, lui, est plutôt plat en termes d'usage aujourd'hui, on voit vraiment une augmentation du marché. On était sur 11,4 milliards de SMS envoyés en 2021. On n'a pas encore des chiffres 2022, mais ce sont des chiffres du baromètre AF2M. Donc, c'est une croissance de 18% d'une année à l'autre. Et qu'est-ce que ça recouvre ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce business messaging ? Ce sont quoi, des SMS commerciaux ? Oui, alors business messaging, ça veut dire toute communication entre une entreprise et son client. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de canaux différents. Il y a WhatsApp Business, comme Jérôme disait. Il y a le SMS qui est le principal et puis il y a également le Donc RCS. le SMS est toujours au top aujourd'hui. Tout à fait. Des modes de communication les plus efficaces, c'est ça ? Oui, alors, et on peut évoquer dans le détail, il y a des SMS de promotion et des SMS plutôt transactionnels, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a le promotionnel, c'est à peu près 40% du marché aujourd'hui. Ce sont des messages que vous recevez, par exemple, pour vous dire qu'il y a des soldes ou de venir dans un magasin. Ou bien il y a des messages fonctionnels qui sont plutôt des alertes. C'est un mot de passe pour créer votre compte, par exemple. D'accord. Donc, oui, voilà. Jérôme. Et donc, oui, une forte croissance, effectivement, de ces deux canaux, avec désormais des SMS transactionnels qui sont majoritaires, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt les SMS promotionnels. Et alors le SMS conversationnel dont on parle, il arrive sous quelle forme ? Oui, il arrive. Donc c'est la nouveauté de ce trimestre lancé par les opérateurs Orange, SFR et Bouygues. Donc ça ouvre la possibilité pour une marque d'utiliser un numéro long à 10 chiffres qui commence par 09 pour envoyer et recevoir des messages à ses clients. Donc ça permet également à un client de contacter la marque directement. Donc c'est vraiment l'ouverture d'un canal de dialogue entre la marque et le client qui n'existait pas jusqu'à présent. D'accord, c'est-à-dire qu'au lieu, je ne sais pas Yann, quand on a un problème aujourd'hui avec une marque, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie un message sur Twitter, non ? C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai beaucoup vu, ce que je vois souvent, c'est que dans le domaine de l'industrie, les gens en fait avaient des talkie-walkie maintenant, et des talkie-walkie auparavant. Et maintenant, ils veulent en fait du WhatsApp. Tout le monde ne jure que par WhatsApp. Les jeunes. C'est une interface super efficace. C'est ça. Ouais. Et donc, alors j'imagine que les nouvelles générations, alors pas que les gens qui utilisaient des talkie-walkie auparavant, mais en fait veulent du WhatsApp un peu partout. Alors je ne sais pas si ça correspond... Donc vous pensez qu'on va basculer de ce SMS aujourd'hui incontournable dans la conversation mobile vers du tout WhatsApp ? Non, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit aujourd'hui sur WhatsApp. D'abord, WhatsApp, c'est plutôt une application pour les vieux. Je suis pour les plus de 40 ans. C'est pas tellement... Désolée pour la personne présente. Mais disons que je dois être encore plus vieux. Ce n'est pas forcément très utilisé par les très jeunes. On les retrouve beaucoup plus sur Instagram, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez reçu des messages sur WhatsApp, mais aujourd'hui, ça n'a pas encore démarré. Donc, le SMS reste vraiment très, très dominant. En revanche, ce qui est intéressant avec WhatsApp et pendant les campagnes électorales, on reçoit des WhatsApp de politique, par exemple. Peut-être un petit peu, mais ça reste assez marginal. Mais ce qui est intéressant avec les applications messagerie comme RCS, qui dont Android Messages et WhatsApp, c'est la possibilité pour le client de contacter la marque. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Mais en tout cas, effectivement,
effectivement, WhatsApp est assez populaire sur certains marchés. En France, le SMS se porte encore très, très, très bien. On peut peut-être citer les chiffres de l'ARCEP qui ont été publiés il y a quelques jours. C'est, je crois, pour le seul troisième trimestre, 28,6 milliards de SMS échangés en France. Donc, c'est vrai que c'est un segment qui est en légère décroissance par rapport au pic de 2016, mais qui reste encore massivement utilisé. C'est compatible avec 100% du parc de téléphones, aussi bien le dernier iPhone qu'un téléphone des années 2000 ou 90 même, ça marche encore, et c'est un usage vraiment universel. Donc il ne faut pas l'enterrer, ça serait une erreur. C'est vraiment un canal universel, et aujourd'hui, effectivement, avec le SMS conversationnel, va s'ouvrir de nouveaux usages. Mais le SMS, on ne l'enterre pas, mais enfin, là, il est en train d'être remplacé par le RCS, dont vous nous avez parlé, Alors, Jérôme. On va parler du RCS, mais effectivement, c'est plutôt des usages qui vont s'additionner. Il y a globalement une bascule vers le messaging qui devient, lui, effectivement, incontournable, mais on peut faire cohabiter différentes messageries. Et Emilia a les chiffres en tête, je crois, mais le SMS conversationnel qui a été lancé aux États-Unis, qui est la patrie de WhatsApp ou d'autres messageries, marche très bien, je crois, aux États-Unis. Oui, tout ce qui est messaging sur numéro long aujourd'hui aux États-Unis, ça fait quand même une grosse partie du marché, ce qu'on appelle business messaging. Donc il faut bien distinguer entre les usages personnels. Donc c'est vrai que WhatsApp, pour les usages P2P entre personnes, a vraiment pris une partie importante. En revanche, ce qu'on appelle le business messaging, donc l'envoi de messages entre une marque et un client, là le SMS reste ultra dominant et on voit vraiment très peu de choses arriver encore. Vous recommandez aux marques d'utiliser comment ce nouveau canal de conversation pour pas que ce soit subi comme un spam? Alors déjà, si c'est un spam, on peut toujours signaler, il y a un mot stop, et donc le marque est tenu d'arrêter d'envoyer des messages dans ce cas-là. Donc il y a des usages qui sont plutôt promotionnels, donc on va dire c'est du commerce conversationnel. La marque peut envoyer un message vers un client pour dire aujourd'hui moins 10%, venez en boutique et dialoguer, ouvrir vraiment un canal de conversation avec le client pour même lui pousser à aller jusqu'à l'achat. Et l'autre type d'usage, c'est le SAV, donc le client qui va contacter la marque pour poser une question, pour prendre rendez-vous, pour quelle que soit la raison. Et là, vous avez évoqué le paiement. Au final, comme le paiement se développe sur mobile, les deux sont liés. Ce sont deux usages qui vont se rejoindre. Oui, je pense, et c'est vraiment l'enjeu du futur, de faire en sorte que le client puisse acheter, rester dans le canal messaging pour faire ses achats. Quand on regarde ce qui se passe en Chine avec WeChat, qui est l'application messaging très, très vraiment dominant en Chine, ils ont intégré WeChat Pay dans l'application. Et donc, les clients aujourd'hui, au lieu d'aller dans une application pour faire un achat, ils vont rester dans le canal messaging, aller jusqu'au bout du paiement sans sortir. Donc, c'est ce type d'usage sans couture qui est vraiment intéressant et j'espère qu'on verra se développer en Europe. Et c'est déjà disponible en France parce qu'on peut, par exemple, acheter un ticket de métro ou acheter un ticket de parking avec un SMS. Oui, aujourd'hui, c'est pas complètement intégré dans le canal, donc ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire qu'on sort, c'est ça, on sort de l'application SMS. Alors, ce que vous nous dites, c'est que demain, ce sera totalement intégré. Oui, en tout cas, c'est sur RCS, par exemple, il sera intégré dans Android Messages avec le moyen de faire des achats directement. Donc, pas obligation d'aller dans une application, créer un compte. Mais voilà, le véritable avantage, c'est que tout le monde a cette application de SMS sur son téléphone, c'est préchargé, il n'y a pas besoin de télécharger une application WhatsApp, et il n'y a pas forcément non plus besoin d'avoir une connexion Internet, ça va fonctionner même avec des réseaux d'ancienne génération. Donc c'est vraiment universel, c'est accessible à tous et ça marche tout le temps. Ce qui n'est pas toujours le cas des messageries OTT qui nécessitent des téléchargements supplémentaires. Mais alors, est-ce que ces discussions-là, vous les avez entendues, vous les avez eues sur le Mobile World Congress? Parce que le sujet de la monétisation, avec Yann, on l'a vraiment entendu du côté des opérateurs, des équipementiers, l'industrie 4.0. Sur le messaging, ça faisait partie aussi des conversations? Comment mieux monétiser ces conversations avec les clients? Oui, forcément. Il y a les grands acteurs qui sont présents, comme Twilio, Vonage et autres. Et donc, ces discussions, nous les avons aussi en parallèle sur le Congrès. Amelia cite Vonage, c'est une société qui a été rachetée justement par Ericsson. C'est-à-dire que les équipementiers qui faisaient du hardware, du software, vont vers le business, vont vers les services, parce que ça fait partie de l'évolution naturelle du marché aujourd'hui. Et du coup, Ericsson propose une plateforme justement pour les opérateurs, pour les aider à commercialiser, enfin à monétiser ces nouveaux services mobiles. Est-ce que ça pose la question, je ne sais pas, de remise en cause de la neutralité du net? Est-ce que... Bah oui, forcément.
si on peut monétiser des services, des accès? Oui, la neutralité du net, on rappelle, hein, c'est l'idée que les opérateurs ne regardent pas ce qui se passe dans les tuyaux. C'est ça, et ça a fait du coup la fortune de YouTube qui n'a pas besoin de payer sa bande passante. Absolument. Oui, c'est un concept qui a beaucoup profité à certains. Je pense qu'il faudra un jour se reposer la question de sa pertinence. Mais là, les opérateurs, en tout cas, proposent un écosystème qui est intéressant. Et il y a en plus l'arrivée du RCS qui monte en puissance. Je pense qu'on est effectivement aux alentours du milliard d'utilisateurs. Et ça va être un grand environnement pour les marques. Elles pourront tout faire avec. Plus besoin de développer leur propre site web ou leur propre application. Et ça me paraît être véritablement un game changer. Alors, moi, je vais forcément avoir une question technique. Est-ce que c'est sécurisé? Parce que je ne connais pas exactement votre technologie, mais par défaut, on se demande si ça ne va pas être utilisé à des fins malveillantes pour tromper des consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque qui existe tout de même? Sur le SMS, il peut y avoir un risque de fraude, effectivement. Donc, ce qu'on appelle du phishing par SMS, c'est certainement... Qui existe déjà. Du smishing. Donc, du smishing. Du smishing, d'accord. C'est un travail de tous les jours d'arrêter le smishing, de travailler aussi avec les partenaires, les agrégateurs qui nous envoient ce type de message. Et puis, il existe aussi un numéro, le 33700. Donc, j'encourage tout le monde, si vous recevez un message de phishing, vous le transmettez au 33700. Vous faites un transfert de SMS et les opérateurs coupent très rapidement les lignes derrière. Sur RCS, on est quand même sur une techno où il y a le cryptage du message, donc non, il n'est pas possible de lire le message. Et puis on peut authentifier l'émetteur. Donc sur le RCS, effectivement, qui est l'évolution une des évolutions du SMS, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour sécuriser ça. Donc on va personnaliser le message aux couleurs de la marque. On va effectivement avoir des petits badges de sécurité. Et normalement, le risque de fraude va être beaucoup, beaucoup plus faible. En tout cas, c'est un vrai sujet sur lequel les opérateurs travaillent au jour le jour. Une autre inquiétude aussi, au-delà de la cybersécurité, c'est... la conscience environnementale. Il y avait même une petite manifestation lundi matin à mon arrivée au Mobile World Congress qui appelait cette industrie des technologies et des télécoms à revoir son schéma pour être plus durable. Oui, en effet. Donc, le SMS est plus écolo, on va dire, que l'email, qui est l'autre canal de choix, souvent pour les marques pour communiquer. Donc, je crois que c'est une étude de Mike Berners-Lee, qui est un rechercheur britannique, qui montre qu'un email, c'est 4 grammes d'empreinte carbone et le SMS, c'est 0,014. Donc, 300 fois moins. Donc, tout ça est bien surveillé et mesuré. Merci beaucoup. Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging, identity chez Orange Pay Service. Jérôme Bouteiller, un mot? Oui, c'était le frère de Tim Berners-Lee, celui qui a inventé le web. Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr, et Yann Serra qui est resté avec nous, grand reporter au Mag-IT. C'est notre dernière séquence qui arrive. Où va le web? Où va le web? Alors déjà, première question que nous pose Eva, mais au fait, c'est quoi le métavers? Mais enfin, c'est quoi le métavers? Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie des Français se pose encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciels GetApp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme, mais sans en comprendre le sens. Et 19% connaissent le concept du métavers, mais pas le nom. Sans surprise, les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance, mais peut-être plus inattendu, les générations Y et Z ne sont finalement, elles, qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre, en se montrant plus claires peut-être ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus, même pas une fois, dans un métavers, selon l'étude. Peur de l'addiction ou du cyberharcèlement, c'est un des freins à l'utilisation du métavers, mais pour un quart d'entre eux, c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires, type casque de réalité virtuelle. Meta, par exemple, lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds, accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers. Et voilà, c'était Smart Tech, cette première édition de retour du Mobile World Congress. Ça continue demain, bien évidemment. Merci encore à Jérôme Bouteiller, écranmobile.fr, Yann Serra du Mag-IT et Amélia Newsome-Davis d'Orange Pay Service.